la menace du Hamas? Est-ce qu'il a raison? Oui, parce qu'il y a on voit un continuum entre le Hamas et Daesh, qui est le suivant, c'est l'idéologie, le terrorisme islamique. Et ça, Benjamin Netanyahou a raison de le qualifier. En revanche, sur le plan plus concret, Benjamin Netanyahou est prisonnier d'objectifs contradictoires. Il doit à la fois libérer des otages, tout en évitant de perdre beaucoup de soldats, sachant que la situation territoriale à Gaza fait que c'est très compliqué pour Benjamin Netanyahou de pouvoir libérer les otages par la force, sans perdre beaucoup de soldats. Donc ça, c'est le premier élément. Et le deuxième point, c'est qu'il doit punir et vaincre le Hamas, leur faire punir par le prix du sang pour les crimes qu'ils ont faits le 7 octobre, tout en évitant la régionalisation du conflit. Donc là-dessus, parce que l'on voit qu'il y a dans les pays arabo-musulmans des opinions publiques qui sont foncièrement anti-sionistes et foncièrement anti-Israël. Or, c'est ce qu'avait réussi à négocier Israël depuis les accords de Camp David en 1979 avec l'Égypte jusqu'aux accords d'Abraham avec les pétromonarchies. C'était négocier sa reconnaissance vis-à-vis des dirigeants politiques des pays arabo-musulmans, malgré le fait qu'il y ait de l'antisémitisme dans ces pays-là. Sauf que depuis les printemps arabes, les opinions publiques des pays arabo-musulmans, que ce soit en Arabie Saoudite, que ce soit aussi en Syrie, font pression sur leur gouvernement pour éviter justement la négociation avec Israël. Et là-dessus, la réponse israélienne va devoir prendre en compte le fait que les pays arabo-musulmans seront plus hostiles à l'égard d'Israël. Et j'en veux pour preuve à la fois la réaction iranienne, d'une part, et d'autre part, la réaction des pétromonarchies qui vont maintenir les prix du pétrole haut pour faire payer aux Occidentaux le soutien à Israël à travers ce qu'on appelle le troisième choc. On verra aussi à 7h30. Alors lui, il joue littéralement le choc des civilisations. Il parle de créer une atmosphère de croisade contre les musulmans. C'est ce dont il accuse aujourd'hui l'Occident. Effectivement, Recep Tayyip Erdogan se veut être le sultan du monde arabo-musulman et pour faire renaître l'Empire ottoman. Comme l'Empire ottoman a eu les clés des différents lieux saints de l'islam lorsqu'il a fait son épopée entre le XVe siècle jusqu'à la Première Guerre mondiale, Recep Tayyip Erdogan veut faire renaître cette fierté ottomane et donc se veut, on va dire, l'ambassadeur du monde musulman. Et là-dessus, nous, ce que l'on voit, c'est qu'on assiste à un changement des puissances islamistes depuis 2015. En 2015, la puissance islamiste émergente et montante, c'était Daesh qui avait fait sa progression sur les cendres de la guerre en Irak et donc l'intervention américaine en Irak en 2003, et qui a été un échec, et la guerre en Afghanistan. Et donc Daesh a pu progresser là-dessus. Or, Daesh a été vaincu quasiment au Proche-Orient et au Levant, en Irak et en Syrie. Et désormais, les puissances islamistes qui alimentent le terrorisme international islamiste ont changé. C'est donc la Turquie qui le fait à la fois sur le plan de la doctrine et sur le plan des moyens, et l'Iran également qui alimente le terrorisme chiite. 6 heures, c'est civil, l'évacuation des zones, la création de couloirs humanitaires pour leur permettre de sortir de ce piège finalement qu'est la bande de Gaza, cette enclave. Exactement. Il y a deux manières de voir la situation pour Tsahal. Le premier point, c'est effectivement faire en sorte que sur les 2 millions de personnes qui soient dans la bande de Gaza, qu'elles soient le plus au sud possible pour pouvoir éviter justement de périr par les frappes de l'armée israélienne. Et le deuxième élément, et là ça suppose une collaboration avec l'Égypte notamment, et l'Égypte qui a occupé Gaza pendant un certain nombre de décennies, à partir de 1949 notamment, qui ne l'occupe plus depuis 2005, mais c'est ensuite de permettre d'extrader une partie de la population palestinienne à Gaza vers l'Égypte et par justement sa frontière avec Gaza. Donc pour l'instant, pour qu'il y ait une réponse efficace de l'armée israélienne, il faut une collaboration avec les autorités égyptiennes. Or aujourd'hui, l'Égypte a maintenu le blocus à Gaza. Bon, la bonne nouvelle, c'est que j'ai retrouvé la liaison avec... Oui, bien sûr. La question des otages, de toute façon, dans tous les conflits, est le talon d'Achille des démocraties occidentales qui sont attachées à la protection de la vie et au droit à la vie. Et à ce titre, Israël, c'est la pointe des démocraties occidentales dans la région du Moyen-Orient. Et donc, elle est traversée, Israël, par ces mêmes réflexions-là. On a les mêmes réflexions, nous, en France, lorsqu'on intervient au Sahel, au Niger, où on se pose la question, est-ce qu'on peut libérer les otages ou pas, et éradiquer en même temps la menace terroriste islamiste. Ça, c'est vraiment le premier sujet. Ensuite, le deuxième point qui est important pour Israël, c'est qu'il y a des otages qui ne sont
qui sont aussi binationaux, et donc c'est-à-dire qu'ils sont à la fois israéliens et américains, israéliens et français, israéliens et britanniques. Et donc à ce titre, est-ce que les puissances aussi occidentales vont pas faire aussi pression sur Israël pour négocier la libération des otages israéliens, de nos binationaux, par exemple, franco-israéliens, et donc justement parce que nous sommes aussi attachés à ce droit à la vie, et donc essayer d'encourager une résolution du conflit, une résolution du conflit sur la question des otages par l'intermédiaire d'intermédiaires tels que le Qatar notamment, qui est proche du Hamas. Alors pour retrouver la trace... Oui, effectivement, on voit bien qu'il y a un rapprochement entre l'offre et la demande. Et ce rapprochement-là, il va pourrir la vie dans un certain nombre de quartiers, donc centre-ville et même, on va dire, les quartiers un peu plus embourgeoisés, qui vient pourrir la vie des riverains. Là-dessus, il faut lutter sur notamment une des mesures, c'est la consommation de drogue. Et on voit bien que tous les arguments qui poussent aujourd'hui la société à aller vers la légalisation ou la dépénalisation du cannabis, ils vont pas dans le bon sens. Quand on voit ce qui a été fait au Québec notamment et aux Pays-Bas, on voit bien que la dépénalisation ou la légalisation fait augmenter la consommation, et surtout elle donne à des jeunes l'occasion de fumer plus tôt et plus jeunes. Or, on sait que quand on commence à fumer à 14-15 ans, on a des risques sur la santé mentale qui sont beaucoup plus forts. Amaury Bré. Oui, et puis c'est un phénomène. Depuis qu'on vote des lois sur l'immigration, et on a Olivier Marlex qui nous dit non, mais c'est même pas un texte de droite ou centriste, c'est carrément un texte de gauche. Oui, en effet, parce que le gouvernement doit composer aussi avec son aile gauche, et avec aussi, à un moment donné, il y avait eu cette stratégie au gouvernement de possiblement faire voter le texte par une partie des députés de la NUPES. Donc on voit que c'est véritablement aux antipodes de ce qu'attendent les Français, qui sont à plus de 80% favorables à réguler les flux migratoires. L'autre point qui se pose sur ce texte, c'est que, effectivement, c'est pas un texte à valeur doctrinale, c'est-à-dire qu'il ne dit pas quelle est la doctrine d'immigration en France, alors que, par exemple, on connaît la doctrine d'immigration australienne, canadienne, du Royaume-Uni ou encore des États-Unis. Donc ça, c'est le premier élément. Et puis sur le deuxième élément, effectivement, sur la question des juges que vous posez, ce que l'on voit dans les OQTF notamment, c'est que 20% des OQTF sont invalidés pour le fait de vice de forme. Donc c'est au-delà même de l'application des traités de la CEDH, c'est les pouvoirs publics administratifs, donc la préfecture, qui se font couper des décisions d'OQTF parce que, par une décision de justice, sur le cas d'une procédure de vice de forme. Ces procédures de vice de forme-là, elles sont aussi largement dévoyées par les associations pro-migrants qui utilisent, on va dire, la moindre faille administrative sur un délai, sur un vice de forme pour pouvoir casser une décision d'expulsion. Détruire les capacités militaires du Hamas et ramener les otages NUPES qui se retrouvent dans ces manifestations où on scande des slogans anti-Israël, parfois antisémites même. Est-ce qu'ils sont responsables de la progression de ces actes antisémites aussi en France et puis de la division plus globale aussi de notre société ? Ils font partie d'un ensemble de personnes qui importent le conflit israélo-palestinien sur notre sol. Et là-dessus, vous avez raison de rappeler les actes antisémites, parce que l'année dernière, vous avez rappelé les chiffres, mais les actes antisémites, c'est 35% des actes anti-religieux, alors que les juifs ne représentent que 1% de la population française. Donc c'est bien qu'il y a un véritable sujet autour de cela. Et donc les manifestations pro-palestiniennes qui génèrent des tensions à l'égard de la communauté juive doivent être effectivement interdites. Et à un moment donné aussi, par rapport à la question des élus, il va falloir se poser deux questions, je pense. La première, c'est est-ce que quand on est un élu de la République, on peut aller manifester dans une manifestation qui a été annulée par les pouvoirs publics, et surtout avec une décision de justice qui allait dans ce sens-là. Donc ça pose un sujet sur est-ce que ces personnes-là pourront incarner l'état de droit un jour dans notre pays. En tout cas, moi, je ne le pense pas. Et la deuxième question qu'il faut se poser, c'est pourquoi les manifestations pro-palestiniennes sont interdites. Il va falloir aussi que les organisateurs de ces manifestations se posent la question, parce que des manifestations place de la République pour toutes les causes du monde, il y en a tout le temps, que ce soit sur la guerre au Soudan, les massacres dans le Nord Kivu, en RDC, ou les Rohingyas ou les Ouïghours. Il y a toujours des manifestations pour toutes les causes, et c'est légitime. Si la cause palestinienne n'arrive pas à organiser des manifestations suffisantes, ça veut dire que les organisateurs comme les manifestants appellent font des appels à la haine à l'égard d'un État, en l'occurrence celui d'Israël. Rapidement avant de passer à la suite. Oui, il y a un haut responsable du ministère de l'Intérieur